تلویزیون پوبلیک سنا متعلق به پارلمان و سنای فرانسه 5 می 2015 گزارش خبری شامگاهی ساعت 22. این اولین بار است که رئیس جمهور یک کشور غربی در جلسه کشورهای خلیج فارس شرکت می‌کند. فرانسوا اولاند میهمان افتخاری این جلسه در ریاض بود. وی در کنار رهبران عربستان سعودی و قطر و سایر سران کشورها به تعهدات و مسئولیت‌های فرانسه اشاره می‌کند. فرانسوا اولاند گفت: فرانسه با بودن در کنار شما نشان می‌دهد که یک دوست و یک متحد است، اما همچنین حافظ منافع خود فرانسه هم هست. همزمان در سنای فرانسه دیدار رئیس جمهور به اپوزیسیون ایران اطمینان خاطر می‌دهد. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران می‌گوید این یک حمایت قوی از ائتلاف کشورهای عرب و مسلمان علیه تلاش رژیم برای بلعیدن این کشورهاست. Cette visite montre مجلس سنای فرانسه، کنفرانس بنیادگرایی اسلامی، چالش‌ها و راه حل‌ها با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، 5 می 2015 15 اردیبهشت 94. مریم رجوی، سلطه بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه با رژیم آخوندها شروع شده و با رفتن این رژیم خاتمه خواهد یافت. سناتور آلن نری، دبیر کمیسیون امور خارجه و دفاع سنا، سناتور برنارد فورنیه، عضو کمیسیون امور خارجه سنا، عضو شورای اروپا، سناتور ژان پیر میشل، شهردار ژان فرانسوا لوگاره، نخست وزیر سید احمد غزالی، اود دوتوان، بنیانگذار فروم زنان برای اقتصاد و جامعه، سینتیا فلوری، استاد انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس، فرانسوا کولکومبه، ژان پیر بکه، ژاک سالواتور، پیر برسی و نظیر حکیم، دبیر هیئت سیاسی ائتلاف ملی سوریه. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ouvre ce colloque que nous organisons au Sénat au nom du Comité français pour un Iran démocratique et laïque au cœur d'une actualité brûlante concernant le Moyen-Orient et particulièrement l'Iran. Madame la Présidente, Madame Radjavi, je vous souhaite la bienvenue dans cette maison, dans ce palais du Luxembourg, qui est la maison où en permanence siège la République, puisque contrairement à l'Assemblée nationale, le mandat des sénateurs ne s'arrête jamais, puisque nous sommes renouvelables par moitié, et quand une moitié s'en va, l'autre moitié reste pour assurer la pérennité de la République. Voilà pourquoi c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans cette maison, Madame la Présidente. Je tiens aussi particulièrement à saluer la présence de mon ami Jean-Pierre Michel, ancien sénateur, et de Monsieur François Kolkombé, ancien député, mais surtout membre fondateur du Comité français pour un Iran démocratique. Depuis sa création en 2007, le CFID a organisé de nombreuses réunions. C'est d'ailleurs la 5e au Sénat, Madame la Présidente. Et il est vrai que c'est pour nous à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir. Nous souhaitons que cette réunion participe à enrichir notre réflexion, notre analyse de cette région du monde. D'ailleurs, le sujet de cette conférence nous concerne évidemment de très près, comme son nom l'indique. L'intégrisme islamiste du Moyen-Orient jusqu'à l'Europe ou encore jusqu'à nos communes.
La France est pleinement engagée dans ce combat. Mais tout le monde sait que la solution, l'éradication de ce phénomène néfaste, ne pourra venir seulement des mesures sécuritaires ou militaires, qui sont bien sûr nécessaires et indispensables, qui ne sont pas malheureusement suffisantes. Aussi, il faut remonter à la source et apporter une réponse politique et aussi culturelle, car c'est de là que proviennent les problèmes, et c'est de cela que nous allons discuter aujourd'hui. Vous remarquez particulièrement que dans toutes ces zones de turbulence, que ce soit l'Irak, la Syrie, le Liban et aujourd'hui le Yémen, le nom de l'Iran invariablement revient sans cesse à la surface. Oui. Ce n'est pas seulement l'actualité internationale qui nous donne raison pour le choix de cette date et de ce thème pour notre réunion. D'ailleurs, aujourd'hui, notre président de la République, François Hollande, est l'invité du Conseil de coopération du Golfe. Nous allons donc essayer, pour notre part, de travailler cette question à travers les interventions que vous allez écouter ce soir et que nous allons écouter ce soir avec beaucoup d'attention, parce que c'est véritablement aujourd'hui un problème crucial pour la liberté et pour les libertés en France et dans le monde. Nous avons fait appel à des experts qui vont développer ces différents aspects. Et en particulier, nous avons la chance d'avoir parmi nous Monsieur le Premier ministre Sid Ahmed Ghazali, qui a une riche expérience de sa longue carrière politique et diplomatique, et ainsi qu'à des amis très proches de Madame Radjali, la présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Je salue la présence de Monsieur Ghazali, car, vous le savez, il a été Premier ministre algérien dans une période particulièrement difficile pour son pays, et qui nous fera part de son expérience, qui nous enrichira les uns et les autres. Madame Radjali, vous êtes à la tête d'un mouvement qui se bat depuis plus de 30 ans contre ce fléau que représentent l'intégrisme et l'extrémisme au nom de l'islam qui est au pouvoir dans votre pays et qui se donne le nom de République islamique d'Iran. Donc un État islamique, donc un État religieux, donc un État qui n'est pas laïque. Et ici, nous avons une chose qui nous ressemble au-delà de bien d'autres raisons, c'est notre volonté de faire en sorte que ce qui prédomine dans nos pays, dans nos républiques, ce soit la laïcité. Et plus que jamais, la laïcité doit être la force de notre réflexion et ce qui nous rassemble prioritairement. Il n'y a pas de liberté sans laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas la neutralité. La laïcité, c'est le combat pour la tolérance, c'est le combat pour admettre la différence, mais la différence dans le respect des autres. Madame Radjali, vous venez d'être auditionnée officiellement, il y a quelques jours, le mardi 29 avril, par la Commission des Affaires étrangères du Congrès des États-Unis, plus exactement Commission antiterroriste, de non-prolifération et du commerce. En cette occasion, vous avez répondu à de nombreuses questions de parlementaires américains, aussi bien démocrates que républicains, qui ont soutenu cette initiative. Et c'est pour nous très important. C'est une avancée majeure pour la cause de la résistance iranienne. Car, quand je regarde nos médias, je vois par exemple dans un grand quotidien du soir, Le Monde, pour ne pas le nommer, qui est daté du 14 avril, et dont je voudrais vous citer ce passage. Cette analyse partagée par nombre de hauts responsables diplomatiques et militaires français est que l'Iran n'est pas un facteur de stabilisation du Moyen-Orient. Pour le chef de la diplomatie française, comme pour François Hollande, l'Iran n'a cessé de faire la preuve de son appétit illimité. Or, ceux qui ont suivi, comme moi, comme vous, donc ceux qui ont suivi, comme nous, depuis plusieurs années, nos amis du Conseil national de la résistance iranienne dans leur combat, je peux vous assurer que ça fait bien longtemps qu'ils nous alertent sur cet appétit illimité des mollahs actuellement au pouvoir à Téhéran. Avant de terminer, je voudrais dire tout notre soutien
et notre admiration pour les réfugiés résistants du camp Liberty en Irak, qui, dans la situation chaotique de ce pays, se trouvent exposés à toutes sortes de menaces pour leur sécurité et qui sont quotidiennement persécutés par les agents du régime iranien, malheureusement très présents et trop présents au sein des forces irakiennes. Le CFID restera vigilant sur leur situation et continuera de dénoncer les différentes pressions et exactions dont ils sont victimes, notamment un blocus médical inadmissible et intolérable. J'ai été beaucoup trop long, mais je souhaitais dire quelques mots avant de vous donner la parole, Madame la Présidente, avec beaucoup de plaisir. Et c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici, au nom de la représentation nationale au Sénat, de vous donner la parole. Merci, Madame. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de me trouver parmi vous. Je remercie le Comité français pour un Iran démocratique d'avoir organisé ce colloque. Une réunion qui se tient alors que l'Iran est plus que jamais au centre des préoccupations. Permettez-moi à ce propos d'aborder 3 sujets. Tout d'abord, le bellicisme de Téhéran dans la région. Ensuite, les hypothèses erronées à son égard. Et enfin, le point de vue de la résistance sur l'accord nucléaire. Pour commencer, cette dictature religieuse est le principal facteur d'instabilité régionale. Elle dirige au moins une dizaine de milices terroristes et envoie des armes aux groupes intégristes islamistes en Afrique. Son intervention a poussé 4 pays dans le chaos, mais ce n'est pas une marque de puissance. Les commandants des gardiens de la Révolution ont plusieurs fois expliqué que s'ils arrêtaient leur ingérence dans ces pays, ils seraient obligés de se battre à Téhéran contre la population révoltée. Sans ces interventions et sans la bombe atomique, le pouvoir du guide suprême va fondre rapidement, ce qui va bouleverser le rapport de force entre la dictature et la société iranienne. Nous sommes profondément convaincus que ce qui se passe marque le déclin du régime. Ce déclin est visible partout, surtout dans la société iranienne. Après la révolte de 2009, une répression féroce a étouffé le mouvement de protestation. Mais désormais, il est en plein développement. L'an dernier, il y a eu 5700 mouvements de protestation et les mouvements des enseignants et des ouvriers se développent chaque jour. Dans le domaine économique, le taux de chômage est à 40%, le taux de croissance est d'au moins 1%, l'investissement étranger est nul et il y a 75 000 projets inachevés. Ce n'est pas sans raison si les exécutions ont augmenté en Iran. Sous le mandat de Rouhani, il y a eu 1500 exécutions. Le régime se sent plus que jamais vulnérable devant la résistance. C'est pourquoi il essaye de toutes ses forces d'assiéger et de réprimer les membres de l'opposition iranienne au camp Liberty en Irak. Le mois dernier, c'est le 25e martyr de blocus médical de Liberty, Jalal Abedini. La première demande du régime dans tous les dialogues diplomatiques est de faire pression sur la résistance. Permettez-moi de demander au gouvernement français d'agir auprès du gouvernement irakien
dans le cadre de l'Union européenne et du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'assurer la protection de liberté et de lever ce blocus inhumain. Le déclin du régime apparaît aussi sur le plan régional, y compris en Syrie et en Irak. Au Yémen, avec la conquête de ce pays, les mollahs ont voulu se placer dans un rapport de force plus favorable. Mais la coalition arabe a renversé la situation contre Téhéran. Ce tableau permet de répondre aux fausses hypothèses. L'hypothèse de considérer le régime iranien comme un allié naturel de l'Occident en raison de la lutte contre Daesh est une erreur dangereuse. Car les mollahs veulent étendre leur hégémonie en Irak et en Syrie. Plutôt que de combattre Daesh, ils ont mené une terrible épuration des sunnites. L'hypothèse de ramener les mollahs au sein de la communauté internationale est une illusion. Ils considèrent toute adhésion aux normes internationales comme néfaste et ce ne sont pas des voyages parlementaires à Téhéran qui vont le modérer. Bien au contraire, ils profitent de ces relations pour intensifier les violations des droits de l'homme et la propagande des mollahs pour se faire passer pour une superpuissance régionale n'a pas de sens. Car ce régime, qui est le principal élément d'instabilité régionale, est profondément instable de l'intérieur. Malgré les efforts du lobby de cette dictature, le président français et le ministre des Affaires étrangères considèrent ce régime comme un obstacle à la stabilité du Moyen-Orient. Cependant, je dois souligner qu'il existe une solution. C'est armer les forces sunnites et les tribus irakiennes pour combattre Daesh. C'est aider l'opposition modérée syrienne à écarter le régime iranien d'Irak et de Syrie. Pour conclure, et comme je l'ai dit la semaine dernière dans une audition à la Chambre des représentants américains, l'intégrisme islamiste et son terrorisme qui domine la région depuis l'arrivée du régime des mollahs en Iran vont disparaître quand ce régime disparaîtra. Mesdames et messieurs, le programme nucléaire des mollahs est un défi important pour la paix et la sécurité. Malheureusement, les gouvernements occidentaux et particulièrement les États-Unis n'ont pas respecté les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce programme. Ils ont fait de nombreuses concessions rapprochant plus que jamais les mollahs de la bombe atomique. Pour Khomeini, le guide suprême du régime, les événements en Irak et en Libye rendent indispensable la bombe atomique pour empêcher le renversement de son régime. C'est pourquoi les mollahs utilisent tous les moyens pour tromper et violer leurs engagements afin d'arriver à la bombe. Les mollahs n'ont jamais respecté leurs engagements vis-à-vis de la Troïka européenne en 2005, car ils ont brisé les scellés des sites d'enrichissement et n'ont pas respecté 12 résolutions de l'AIOA et 6 du Conseil de sécurité de l'ONU. Par conséquent, au nom de la résistance du peuple iranien, je déclare que, premièrement, les mollahs considèrent la bombe atomique comme une garantie de leur survie et un moyen pour dominer la région. La fatwa de Khomeini sur l'interdiction de l'arme nucléaire par l'islam est une tromperie.
Khomeini avait appris à Khamenei que pour les intérêts du régime, le guide suprême pour annuler les engagements religieux pris devant le peuple. D'où le projet nucléaire est contre les intérêts nationaux et le peuple iranien est profondément opposé à ce programme. Contrairement à ce régime, nous voulons un Iran démocratique et non nucléaire. 3. La bombe atomique, les violations des droits de l'homme, l'exportation de terrorisme et l'intégrisme sont les 4 piliers de la théocratie en Iran. Le respect des droits de l'homme en Iran et l'éviction des mollahs de l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Afghanistan sont de vrais critères démontrant que le régime a bien renoncé à la bombe. Toute autre chose, sous n'importe quel prétexte, est seulement un leurre et revient à accepter la catastrophe des mollahs dotés de la bombe. 4. Prolonger de 6 ou 9 mois la date butoir pour un régime qui a trompé et dissimulé pendant 30 ans n'est pas une solution. La seule garantie, c'est l'application complète des 6 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et l'arrêt complète de l'enrichissement. Il faut aussi contraindre les mollahs à fermer les sites nucléaires et à arrêter les projets d'armes de destruction massive et de missiles. 5. Il faut des inspections inopinées de tous les sites militaires et civils. 6. Le régime doit répondre aux questions sur les dimensions militaires de ses projets atomiques, les experts nucléaires et les réseaux clandestins qui fournissent les équipements de son programme. 7. L'hypothèse qu'il est possible de rétablir les sanctions contre le régime en cas de violation de ses engagements n'est ni pratique, ni réelle, ni logique. Il ne faut pas lever les sanctions tant que les mollahs n'auront pas définitivement renoncé au nucléaire, car ils voudront dépenser cet argent pour acheter des armements comme des armes sophistiquées à la Russie. 8. 36 ans d'expérience en Iran montrent que les mollahs comprennent seulement le langage de la fermeté et de la force. Le temps est venu pour les grandes puissances d'arrêter la politique de complaisance et de concession avec ce régime tyrannique qui est le banquier central du terrorisme et le champion du monde des exécutions par tête d'habitants. Il faut reconnaître le droit du peuple iranien à la résistance et à la liberté. J'espère que la France, qui a joué un rôle dissuasif face à la politique de complaisance pendant les dernières négociations, prendra une initiative pour barrer la route de la bombe atomique au Mollah. Je vous remercie.